Vostra. Nous, on est très très relou sur la sélection des annonceurs. On refuse énormément de choses. Là, on vient d'en refuser encore et en fait, c'est deux gros partenariats avec des équipementiers parce qu'ils étaient impliqués dans les Ouïghours, dans les scandales de Ouïghours et tout. Enfin, je veux dire, ça fait des années que tu m'aurais dit... eux, ils viennent, on aurait dit mais à go, trop bien, on veut ce genre d'annonceurs depuis toujours. En fait, finalement, on se retrouve à les refuser, à leur demander en rendez-vous qu'est-ce que vous avez prévu de faire sur ça, est-ce que vous avez des documents à nous montrer, c'est quoi votre presse à 5 ans sur ce sujet, machin et tout. Et quand on n'a pas les réponses qu'on veut, on refuse. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Thomas Firre. Salut. Salut Thomas et merci d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, les rares peut-être qui dans le monde des médias ne te connaissent pas encore, tu es le fondateur et rédacteur en chef du média Les Others. Exactement. Voilà, ça faisait un moment que je voulais t'avoir puisque Les Others, on en a quand même pas mal parlé, donc preuve quand même que vous avez réussi quelque part ce que vous entreprenez et voilà, donc je voulais en savoir un petit peu plus sur toi, sur ce média, savoir un petit peu de quoi on parle. Donc rapidement, souvent ce genre d'épisode où je présente des médias que les gens connaissent peut-être un petit peu moins, c'est un peu la carte d'identité pour savoir un peu de quoi on parle avant de parler de différents sujets. Est-ce que tu peux le pitch Les Others, comment tu le présentes en une phrase? Déjà merci de me recevoir, c'est cool de venir à ton micro. Alors Les Others, en gros, c'est un média collaboratif pour les passionnés de nature et d'aventure. Voilà, je pense qu'en une phrase, je m'arrêterai là. Bon, super, ce qui permet encore de faire plein de choses, parce que voilà, les passionnés d'aventure, est-ce que c'est, on y parle équipement technique, est-ce qu'on parle des meilleures stations de vacances ou pas? A priori non, mais justement tu vas nous expliquer un peu les spécificités des Others. Alors avant qu'on revienne vraiment dessus, toi ton parcours rapidement, tu viens absolument pas du monde des médias. T'as été rédacteur quand même chez BetClick, donc assez loin de l'aventure et de la nature. Est-ce que ça a travaillé pour un géant comme BetClick dans le Paris, qui est alors pas forcément la plus belle des industries en termes de valeur humaine, mais il y a peut-être des choses quand même à défendre là-dessus. Est-ce que ça t'a poussé à te rapprocher de tes amours? Est-ce que qui sont l'aventure, le média? Comment est-ce qu'on passe de BetClick à créer un média comme les Others? Ouais, en fait c'est marrant. En fait, je viens pas tellement finalement d'un milieu parce que j'ai pas fait d'études. J'ai fait une fac de maths, informatique, physique après le bac parce qu'on m'avait dit t'es bon là-dedans, va dans cette fac, qui est un truc qui m'a pas du tout plu. Et en fait, au lieu d'aller à la fac, je jouais au poker sur mon ordi. Sur BetClick. Pas particulièrement à l'époque. À l'époque, il y avait plusieurs sites. C'était un peu l'ébullition. C'était un peu la mode du poker, Patrick Bruel et tout. Ouais, cette grande période, cette grande bulle. Exactement. Bah en fait, moi à l'époque, c'était ce que je faisais au lieu d'aller à la fac. Et la fac me plaisait pas. Et donc petit à petit, en fait, j'ai abandonné la fac pour faire ça puisque je gagnais de l'argent là-dedans. Je gagnais plus d'argent que mes parents alors que je jouais juste au poker la nuit sur mon ordi. Et donc, petit aparté, t'étais vraiment bon au poker parce que, généralement, les gens perdent de l'argent. Enfin, c'est un peu le principe, si tout le monde gagne. Non, t'étais vraiment bon, tu gagnais de l'argent régulièrement. Ouais, alors j'étais vraiment bon, ça encore, c'est pas à moi de le dire. Disons que j'étais plutôt bon. Je faisais pas partie des joueurs pros qui dédient leur vie à ça, mais je gagnais assez d'argent et assez régulièrement pour pouvoir vivre de ça. Et arrêter la fac. Et arrêter la fac qui de toute façon en fait me plaisait pas du tout, je voyais pas trop où ça m'amenait. Et très vite en fait dans ce milieu du poker, j'ai croisé quelques personnes, j'ai commencé à écrire des articles dans un magazine de poker, vraiment comme ça. Un jour on m'a dit tiens, tu voudrais pas écrire tel article dans un magazine qui s'appelait Card Player à l'époque? J'ai dit ok, puis
Ça sortait tous les mois, j'écrivais un article par-ci par-là, et un jour il y a un mec de BetClick qui m'a appelé et qui m'a dit écoute, on a un job responsable édito, en gros, assistant du rédac chef, machin, est-ce que ça te tente? Et j'ai dit bah ouais. Grave. Pas, ouais. Et donc en fait je me suis un peu retrouvé là par hasard. Effectivement c'est pas un milieu dont je partage particulièrement les valeurs, encore moins aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque on m'a parlé communication, marketing, c'était quand même il y a 10 ans, il y a même plus de 10 ans, Ouais. et il y avait un petit peu moins ce truc de vouloir absolument un taf qui correspond exactement à tes valeurs et tout qu'il peut y avoir aujourd'hui dans la société. Et j'avoue qu'à l'époque, je me suis même pas posé la question, quoi. Ouais. On m'a proposé un job, j'ai dit allez. Tu savais faire, c'était parti. Voilà, les gens avec qui je bossais étaient cool, c'était un secteur en pleine ébullition, c'était des boîtes hyper dynamiques, il y avait l'ouverture du marché à l'époque, donc c'était assez stimulant. Et surtout, ça me permettait de découvrir des métiers que je connaissais pas. Et donc voilà, j'ai bossé là-dedans 2 ans, et à partir de la 2e année, j'ai cofondé du coup les Others à côté, qui était du coup un side project pendant 2 ans de plus. Et en gros, quand on a lancé le magazine papier Les Others, j'ai quitté BetClick pour me lancer à fond dans l'aventure, quoi. Ok, donc aucun rapport limite, si ce n'est que tu étais rédacteur chez BetClick, entre BetClick et les Others. Donc on va peut-être prendre le truc différemment. Ouais, aucun rapport. D'où vient les Others? Ça m'a appris des choses, hein, c'est sûr. Ça m'a appris des choses. Et au-delà de BetClick qui aurait déclenché mon envie de me reconnecter potentiellement à la nature, c'est, je pense, plutôt la vie un peu parisienne, effectivement, de bosser dans le marketing. Métro, boulot, dodo. Moi, à l'époque, j'habitais en banlieue. Quand j'étais plus jeune, j'étais venu habiter à Paris pour faire ce job-là. Et forcément, au bout d'un moment, c'est des choses qui peuvent manquer. J'ai passé pas mal de temps dans la nature quand j'étais jeune. Et mes cofondateurs, eux aussi. Donc j'ai cofondé les Others avec Baptiste Picardem, qui lui est né à la montagne et a ses 2 parents guides. Donc lui est vraiment né là-dedans et a toujours vécu pour ça, et qui est monté à Paris faire ses études aussi. Et Nicolas Legras, qui aujourd'hui est directeur de création des Others, qui lui a aussi une famille qui a passé pas mal de temps en montagne. Ses oncles, ses cousins, font beaucoup d'alpi, de rando et tout, et donc a beaucoup aussi baigné là-dedans. Et on était tous à Paris, on était potes depuis des années, et on s'est dit allez, on lance un truc, quoi. D'accord. Et sur la nature, sur le voyage, c'est quoi un peu le constat de départ de se dire on va faire un média sur les voyages? Alors en fait, je dirais qu'il n'y avait même pas de constat de départ. Si on regarde effectivement depuis la fin, aujourd'hui ça a l'air d'être hyper précis. Au début ça l'était vachement moins dans notre tête. On avait juste envie de ramener un peu de nature dans notre quotidien, lancer un truc. À l'époque c'était vraiment... C'était un blog au départ, c'était un vrai c'était pas un vrai projet Pas du tout un vrai projet. Non, c'était un truc genre... en gros c'est la mode des blogs. Enfin tout le monde lance des blogs dans tous les sens, c'est très simple. Avec WordPress tu lances un truc. Et ça faisait plusieurs fois qu'on en parlait en soirée. Enfin voilà, on n'est pas depuis longtemps, on passait beaucoup de temps ensemble. Et un jour, on s'est dit, vas-y, regarde, on achète un thème WordPress 20 balles, on le met en ligne, on écrit des articles et c'est parti. On a notre nom de domaine, c'était déjà les Others. C'était déjà les Others qui s'est décidé sur un coin de table en 10 minutes, et c'est parti, quoi. Et go. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'objectif, juste une envie plus qu'un objectif, quoi. D'écrire ensemble, de ramener un petit peu de nature, et puis de faire un truc un peu entre potes. Exactement, de ramener un peu ça dans notre quotidien davantage, puisqu'on habite à Paris, on a envie de nature, et donc une des manières de le faire, c'est évidemment d'essayer de bosser, ou en tout cas d'évoluer dans un milieu dans lequel on va parler de ça, échanger autour de ça, rencontrer des gens qui vivent aussi pour ça et tout. Et c'était vraiment ça, quoi. C'est quoi les apprentissages de cette période un peu bénévole, qui est pas un projet professionnel? Les apprentissages de ça, je sais pas si enfin, on a forcément appris des choses, mais je dirais que le premier apprentissage, en tout cas si on regarde d'un point de vue entrepreneuriat ou toutes ces choses-là, c'est en fait, je pense qu'on a eu raison de pas trop réfléchir le truc et de le lancer tout de suite, plutôt que de réfléchir pendant 1000 ans, est-ce qu'on allait l'appeler comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'on allait traiter exactement et tout. Auquel cas on aurait pu bosser peut-être 1 an dans notre chambre ou dans un salon pour finalement lancer un truc pas le faire, ou jamais le faire, ou laisser traîner et tout. Et je pense que le réflexe de se dire ok, vas-y, premier thème WordPress à 20$, on trouve un nom sur un coin de table et on le lance, ça a été vraiment la meilleure chose qu'on ait pu faire à cette époque-là, puisque encore une fois, il n'y avait pas du tout de volonté de créer ce que c'est devenu aujourd'hui. Et en fait, c'est juste une accumulation de petites marches qu'on a montées petit à petit, et qui en fait ont paru à chaque fois qu'on les a montées quasiment évidentes. Donc c'était vraiment comment on est arrivé à un média, c'est juste qu'en fait t'as un blog, et puis t'as de plus en plus de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, puisque à l'époque des blogs sur la nature, l'aventure, la montagne, ces trucs là, il y en avait vraiment pas beaucoup.
Instagram n'existait même pas. Il y avait quelques photographes par-ci par-là. Il y avait quelques vieux médias, enfin vieux, pas dans le sens poussiéreux, mais en tout cas des médias anciens qui existent depuis longtemps, qui sont là, mais qui touchaient pas trop notre génération. Et du coup, bah, ça a tout de suite. Il y avait une place. Ouais, ça a tout de suite du succès par le bouche à oreille. Ouais, Facebook, à l'époque, c'était Facebook. Il y avait quand même un bon reach et des bons trucs sur Facebook assez organiques pour faire grossir des projets qui avaient une ligne édito un peu correcte. Et voilà, en vrai, ça a grossi doucement. Hein. Je crois que on avait. En gros, entre 2012 et 2014, fin 2014, c'était vraiment la période blog. Et on devait avoir peut-être à l'issue de cette période peut-être 6000 fans sur Facebook, donc c'est pas grand chose, tu vois. Non, c'est à la fois un beau succès parce que c'est quand même plusieurs milliers de personnes que tu connais pas, et à la fois c'est pas non plus fantastique en disant tiens je vais monétiser et je suis devenu le numéro 1 sur ce sujet-là sur Facebook, quoi. Mais donc du coup on avait 6000 personnes mais avec un taux d'engagement hyper fort. Donc on avait une page à 6000 personnes avec le taux d'engagement d'une page à 50 000 personnes. Et donc on voyait bien et on sentait bien quand les gens nous en parlaient, des emails qu'on recevait et tout, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et nous on est fans de médias, on lit beaucoup de bouquins, de magazines et tout. Et d'autant plus maintenant qu'à l'époque, mais à l'époque on avait déjà quand même cet appétit. Et il y avait un média qui s'appelle Désillusion, qui s'appelait Désillusion, parce qu'aujourd'hui c'est encore un compte Instagram je crois, mais ils sortent plus grand chose d'autre. Qui faisait un truc hyper cool sur le skate et le surf. Donc eux, ils sortaient des bouquins, je crois, une fois tous les 6 mois, gros bouquins, hardcover, voilà, un MOOC, etc. Et qui était très très cool, avec un bon univers, hyper esthétique et tout. Et nous, on se reconnaissait vachement là-dedans, sauf que nos thématiques, c'était vachement plus la montagne, la rando, l'escalade, etc. Et on s'est dit, bah, franchement, eux, ils sortent des bouquins. C'était la grande période de crowdfunding aussi, où tout le monde lançait des projets en crowdfunding. On s'est dit, bah vas-y, go, on la tente. Cette fameuse marche qui te paraît évident, quoi. Ouais. Vous êtes arrivé au bon moment. Exactement. Alors avant qu'on parle de ça, c'était quel type de format d'article? C'était quoi? C'était sur n'importe quelle idée? Il y avait une ligne éditoriale quelque part? Alors en fait, il y avait pas vraiment de ligne éditoriale, qui était, je pense, une notion qui nous était un petit peu étrangère à l'époque, puisque aucun de nous trois ne venait des médias ni même de la communication. Donc c'était quoi? On a une idée d'article, n'importe quoi? Ouais. En fait, ça tournait quand même pas mal autour de la nature, de l'aventure, etc. Mais tu vois, on pouvait parler parfois de campagnes marketing qui abordait la nature, on pouvait écrire un petit article sur le portfolio d'un photographe, on faisait plein de choses comme ça. Une espèce de liberté éditoriale où voilà, ce que vous y écriviez sur ce que vous aviez envie, c'était pas des formats d'articles spécifiques, etc. Tant que ça touchait la nature et ce côté pas décalage, mais pas masse tourisme, etc. Ouais, alors il y avait en réalité au tout début, je pense que ça c'est un peu le secret, mais c'est qu'on parlait aussi de plein d'autres choses. On parlait de ce qui se passe aujourd'hui sur les Others, mais il y avait aussi d'autres rubriques, mais qui étaient pas propres à ce que nous on faisait et que plein d'autres blogs faisaient. Tu vois, on pouvait parler de cinéma, on pouvait parler d'autres choses. Et en fait, qui sont des rubriques qu'on a juste enlevées. Et en fait, on a créé notre ligne éditoriale en enlevant des rubriques. Oui, c'est ça, en affinant. En fait, vous avez commencé très large, inconsciemment, et affiné sur ce qui vous plaisait le plus. Sur ce qui nous plaisait le plus, sur ce que les gens aussi lisaient le plus, parce que c'est là où les autres blogs ou les autres sites n'étaient pas. Et du coup, c'est là qu'on avait vraiment des connaissances, je dirais, et un œil pour être différent, pour se démarquer. Et on s'est dit go, et on a très vite eu les récits de voyage collaboratifs, qui a été, je pense, la première rubrique qui a vraiment bien marché chez nous. C'est-à-dire que des gens nous envoyaient des récits de voyage avec photos. Nous, on retapait un petit peu ça, on mettait en forme et on publiait. Ça a très très bien marché. Et en fait, très vite, on en a reçu beaucoup, des formats très longs. Et on s'est dit, bon, attends, ces formats longs avec des super photos et tout, là, il faut qu'ils aillent sur du papier, quoi. Et go. Crowdfunding, KissKissBankBank, je crois qu'on voulait... financement pour un numéro ou financement global? Non, c'était... Financement pour un numéro qu'on avait en plus hyper mal budgétisé. Donc heureusement, je crois qu'on demandait 8 000 €, on a levé 12 ou 13 000 et on a dû mettre au bout pour finir genre un truc à 15 ou 16 000 €. Mais ouais, le premier numéro, mais qui en fait c'est hyper bien vendu et qui nous a tout de suite permis de lancer le deuxième, qui nous a permis de lancer le troisième, etc. Donc en fait, on a été rentable dès le premier jour. Et là, vous êtes rentable toujours aujourd'hui? Ah ouais, on est toujours rentable. On va parler de ton modèle économique. Toujours rentable, ouais. D'accord, mais donc, ok. Et heureusement. Ouais, mais tu sais, dans les médias, c'est pas... Alors évidemment, c'est plus simple sur une petite économie d'un média, mais
il y a quand même quelques médias qui sont pas rentables en 2022. Hein, mais vu qu'on est indépendant, on est obligé d'être rentable. Oui. Alors après, t'as d'autres manières de te financer. Après, il y a rentable et rentable. On y reviendra un peu là-dessus. Vous êtes à quel et donc pardon, le deuxième, le troisième, etc. Vous êtes à quel numéro aujourd'hui pour quel tirage? Alors là, on prépare le numéro 15 pour un tirage à 12 000 exemplaires. En évolution, tu saurais dire, c'est régulier, c'est... Le premier, c'était 1500, je crois qu'on a dû faire 1500, 2000, 3000, 5000, 6, 7, 8, tu vois, pendant le... Croissance raisonnable. On a passé un petit palier pendant le confinement, on est passé de 10 à 12, parce que ça a bien marché pour nous, le confinement, en fait. Et voilà, là, on est là, et en fait, ça se passe très bien. On va doucement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a rebossé le circuit de distribution de manière indépendante aussi. On n'a pas de distributeur, de diffuseur et tout. C'est-à-dire qu'on tire 12 000, mais on vend 12 000. Il n'y a pas de kiosque, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de magazines qui vont à la poubelle, il n'y a pas de circuit complexe qui fait que une partie des magazines ne serait pas vendue. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu particulier. Du coup, on prend vraiment les augmentations de tirage comme des sujets sérieux, on va augmenter, donc on va les avoir dans notre stock. Donc voilà, on va doucement là-dessus, un petit peu comme sur tous les autres sujets d'ailleurs. On aime bien aller doucement. Et ça fonctionne avec de l'abonnement, c'est que de l'achat, tu dis, donc c'est pas le circuit classique. Où est-ce qu'on l'achète? On l'achète beaucoup sur notre site. Nous, on fait 90-95% des ventes du magazine sur notre site, directement. À l'acte. C'est-à-dire au les magazine. Gens viennent et achètent ce magazine, ce numéro. Ouais, alors on a des packs aussi. Tu peux acheter 2, 3 ou 4 numéros. Genre soit les 4 d'avant, soit les 4 prochains. Enfin, tu peux acheter des sortes de bundles de volume, mais on n'a pas un process de subscription qui fait tu peux pas t'abonner à les Losers et le recevoir. Pourquoi ça, c'est délibéré? C'est pour pas vous mettre la pression sur les parutions? Ou ça paraît de manière régulière? Alors le magazine sort tous les 6 mois, du coup il y a plusieurs choses. Déjà il y avait un volet technique à cette impossibilité de souscrire à quelque chose qui se renouvelle automatiquement, puisque à l'époque quand on a mis en place ces histoires d'abonnement, nous on est sur Shopify et il n'y avait pas de plugin simple sur Shopify qui permettait de faire ça. Du coup c'était c'est le choix technique au début qui a fait dire qu'il n'y a pas d'abonnement. Au début c'était ça, ouais. Et le deuxième choix technique, c'est que là ça a l'air un petit peu mercantile, mais c'est que en fait les cartes bleues, il y a certaines cartes bleues qui périment tous les 2-3 ans et qui expirent tous les 2-3 ans. En fait, moi j'ai plutôt intérêt à ce que tu achètes 4 magazines d'un coup, plutôt que tu souscrives avec ta carte bleue, elle expire 6 mois plus tard parce que la parution est quand même, la fréquence de parution est assez longue. En fait, potentiellement, si tu mets ta carte, bah tu vas en acheter un, peut-être 2, après elle va expirer. Il va falloir que je te fasse resouscrire. Et en fait, je préfère que tu en achètes 4 tout de suite et je te ferai resouscrire une autre fois. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment des histoires techniques à la base. Aujourd'hui, les cartes peuvent être rebattues, mais on n'a pas repensé le truc encore. D'accord. Et alors là, juste pour creuser ce truc-là, vous voulez pas repenser parce que ça marche comme ça et si ça marche comme ça, vous êtes heureux, vous êtes bien, ou est-ce que manque de temps ou... Alors, je pense qu'effectivement, il faut qu'on essaye de se prémunir de ça marche comme ça, donc on est content parce que c'est quand même des choses qui évoluent. Ouais, dit comme ça, c'est vrai que ça fait. Bon, non, ça marche, donc il n'y a pas de raison de changer. On a toujours fait comme ça, et voilà, on va faire comme ça. Non, mais c'est juste qu'effectivement, en fait, on croit quand même assez vite et assez fort, et c'est vrai qu'on a des sujets qui sont des sujets logistiques, opérationnels et tout, qui nous prennent du temps. Et là, aujourd'hui, on retravaille un petit peu notre logistique de fond en comble. Et potentiellement, une fois que ce sera carré et à plat, on repensera ces choses-là aussi, ouais. Ok. Donc là, aujourd'hui, 2022, le modèle économique, c'est la vente de magazines à l'acte ou en bundle sur le site Les Others. Ouais, alors ça, c'est 90-95% du chiffre d'affaires. Non, pas du chiffre d'affaires. En tout cas, des ventes du magazine papier. Exactement. Après, tu as des ventes en boutique. Donc en librairie spécialisée, voilà, concept store, etc. Donc les belles librairies qui vont vendre ce genre de revues. Et donc ça, c'est la moitié du business model média. Et l'autre moitié, en fait, c'est vraiment un business model média classique qu'on a.
L'autre moitié, c'est les annonceurs, tout simplement. Donc des marques qui vont venir En brand content. en brand content beaucoup sur le site, dans le magazine, qui vont mettre une page partenaire au début du magazine et qui vont avoir un article sur le site, des mentions sur les réseaux sociaux, etc. C'est assez simple, en fait, je dis n'importe quoi, mais c'est une marque de tente. Bah, en fait, nous, on voyage beaucoup en France. Et ben, tenez, vous allez faire telle rando. Bah, pendant telle rando, vous allez prendre ma tente, vous allez faire des photos, vous allez l'essayer, vous allez la taguer sur les stories, machin et tout. Et puis voilà, ça fonctionne comme ça, quoi. Donc, les annonceurs. Et tu choisis tes annonceurs? Parce que peut-être un peu un des avantages d'être sur un média un peu indépendant, c'est n'importe qui fabricant de tentes peut venir et te lâcher un chèque et tu en fais la promotion. Alors, nous, on est très, très relou sur la sélection des annonceurs. On refuse énormément de choses. Alors, on refuse évidemment tous les trucs qui n'ont pas de rapport et les marques qui viennent tenter. Si je fabrique un beau 4x4 voilà, pour par aller à exemple, l'aventure. là, on vient d'en refuser encore et en fait, c'est assez simple à refuser, mais en même temps, c'est des budgets qui sont tellement plus gros que les budgets qu'on peut accepter à côté que des fois, tu te dis, putain, j'ai refusé ce truc-là. L'année dernière, on a refusé 2 gros partenariats avec des équipementiers parce qu'ils étaient impliqués dans les Ouïghours, dans les scandales de Ouïghours et tout, alors que c'est des équipementiers De haut niveau, de haut qui niveau. correspondent sur le papier Ouais. à vos valeurs. Complètement, et tout le monde aurait... Enfin, je veux dire, ça fait des années que tu m'aurais dit... eux, ils viennent, on aurait dit, mais à go, trop bien, on veut ce genre d'annonceur depuis toujours. En fait, finalement, on se retrouve à les refuser, à leur demander en rendez-vous qu'est-ce que vous avez prévu de faire sur ça, est-ce que vous avez des documents à nous montrer, c'est quoi votre presse à 5 ans sur ce sujet, machin et tout. Et quand on n'a pas les réponses qu'on veut, on refuse. Comment vous le décidez ça? Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la structure. Je sais pas si c'est qui les Others? Donc il y a toi, Thomas. Ouais. Alors t'as parlé d'un associé. Alors ouais, il y avait mes 2 cofondateurs à l'époque. Il y en a un qui est parti pour faire un autre job il y a 1 an et demi maintenant. Aujourd'hui chez les Others, on est 12. On a un business. 12 salariés, Ouais. tous sur le période. 11 salariés, il y a une personne qui est en free 2 jours avec nous par semaine, D'accord. justement pour s'occuper de la logistique, etc. Donc chez les Others, on est 12, on a un business model, donc ce dont on était en train de parler, là, Ouais. les magazines et les annonceurs, qui représentent la moitié de notre entreprise, et on a une agence à côté, les Others Studios, avec laquelle on fait une agence de créa, de com, etc., pour les marques et entités qui naviguent un peu dans cet univers et qui ont besoin de films, photos, vidéos, stratégies, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, notre boîte, elle est comme ça. Si je schématise un petit peu, il y a 4 personnes aux médias, 4 personnes à l'agence et 4 personnes au milieu dans une team créa qui vont soit à gauche, soit à droite en fonction des besoins, quoi. Donc les Others, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et donc je reboucle avec la première question sur le choix des annonceurs. C'est les mêmes annonceurs ou les mêmes marques avec qui vous travaillez sur le studio, enfin avec l'agence et qui peuvent annoncer dans le magazine? Alors ça dépend. Il y a des marques avec lesquelles on bosse qui correspondent exactement à ce qu'on veut raconter chez les Others. Alors au studio, c'est pareil. Si les marques correspondent pas à nos valeurs, on bosse pas avec elles. C'est pareil, il y a la même sélection. C'est Ouais. c'est un truc qui est inscrit un peu dans vos statuts ou c'est juste vos valeurs et vous en parlez très ouvertement? Ouais, on en parle hyper ouvertement. C'est genre, tiens, bah, il y a telle marque qui m'a contacté, qu'est-ce qu'on en pense en ce moment? Ah ouais, c'est cool, mais merde, regarde, il y a les Ouïghours en ce moment, c'est chaud. Ils sont dedans, ok, mais est-ce qu'ils sont dedans? Est-ce qu'ils le savaient? Est-ce qu'ils le savaient Ouais. pas? Est-ce qu'ils ont pris des mesures pour en sortir? En fait, c'est vraiment un débat, on retrace la ligne à chaque fois. Il y en a plein, voilà, les SUV, les fast-food, les compagnies aériennes et tout. Of course, on discute même pas, mais sinon, il y a pas mal de marques avec lesquelles on discute aussi. Et avec lesquelles T'as on eu a des fails un peu là-dessus? Parce que ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Rebecca Mselem des Glorieuses, tu vois, qui aussi sélectionne vachement les annonceurs avec qui elle peut bosser et qui a déjà eu un peu des ratés et se faire taper un peu sur les doigts par la communauté. Ça vous est arrivé? C'est une peur ou... Je dirais qu'on est un tout petit poil plus en avance que notre communauté, donc en général on le sent. Mais ouais, il y a une fois on a fait une pub dans un des volumes pour une Austin Mini Roadster, un truc comme ça. Et en fait c'était une bagnole et la communauté a pas Tout kiffé. simplement. Alors que pour le coup la campagne elle était shootée par des mecs qui sont hyper dans notre univers. C'était un espèce de road trip dans le désert. Enfin il y avait vraiment l'univers et tout, mais je pense que c'était tout simplement le secteur qui a pas plu. Ça n'a pas été non plus un fail. Ouais, genre, c'est juste qu'on s'est pris des petites remarques. On sait que ces petites remarques. pour une voiture. Ouais, voilà, Ouais. exactement. C'était il y a un moment déjà et ça nous est pas vraiment réarrivé. Mais
D'accord. Et donc le business du studio, enfin de l'agence, et là c'est pour la production de contenu en marque blanche, Exactement. etc. Ils viennent vous chercher pour vos capacités à shooter, trouver les sujets, bien les raconter, etc. Ouais. Quoi. Et faire de la strat aussi, parce qu'on connaît hyper bien notre secteur maintenant. Donc juste pour finir, pour répondre à ta question, il y a des marques qui correspondent exactement à ce qu'on veut raconter dans le média. Je dis n'importe quoi. Il y a Columbia. Donc là, on va lancer la nouvelle saison du podcast avec Columbia. Bon, bah Columbia, ils ont besoin de notoriété, de visibilité. Donc ils vont annoncer dans le podcast, mais ils ont aussi besoin potentiellement de réflexion sur leur stratégie de l'année 2022 ou 2023. Donc on discute avec eux, on échange et on peut aussi leur faire ça. Et après, tu as aussi des marques qui sont des vins et spiritueux, par exemple, avec lesquels on bosse beaucoup, qui ont un ADN vraiment territoire, terroir, savoir-faire et tout, qui nous correspond, mais qui correspond pas à ce qu'on va raconter dans le média. C'est-à-dire qu'en termes de valeur, on est très à l'aise, on est très aligné, c'est des choses qu'on sait faire, mais on va pas non plus mettre une pub pour le champagne dans notre magazine. Donc, c'est quelque chose qui reste au studio et qui vient pas sur le média. Donc ça dépend, on a vraiment les deux. Il y a un peu les deux. Ouais. Écoute, assez clair. Et donc vous êtes rentable, pour finir un peu sur le modèle économique. Vous avez toujours été rentable. On a toujours été rentable, ouais. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on fait les choses lentement. Donc en fait, on ne recrute des gens que quand on a de quoi les payer. Et on grossit de manière... alors j'aime pas trop cette expression parce que ça fait un peu il y a que les pères de famille qui arrivent à gérer leur argent, mais un peu la gestion de boîte en bon père de famille. Non, c'est une expression. Voilà, on a du cash en banque qui fait que quand il y a le confinement, bah on a de quoi voir venir. On est vraiment sur un modèle petite PME, tu vois, qui grossit ou TPE, je sais plus Tu vois, on n'est pas dans un truc start-up croissance extrême où on va se mettre en danger machin et tout. Non, on grandit tranquillement et ça correspond bien à qui on est et ça nous permet de bien dormir la nuit. Et voilà, donc ouais, on est rentable depuis toujours. Top. Sur le... un peu la matière en elle-même, vraiment un peu sur le voyage. Donc il y a beaucoup, donc il y a beaucoup de communautés, enfin, il y a une communauté très forte autour de ce que vous faites. Comment tu rentres en conversation avec tes communautés? Ça passe par les réseaux sociaux? C'est comment tu peux raconter un peu cette notion de communauté autour des Others? Ouais, je pense effectivement qu'on a un média très, très communautaire et en ce moment je fais passer des entretiens parce qu'on recrute et c'est un truc qui est revenu souvent. En général, j'essaye d'avoir un petit peu la vision des gens sur ce qu'on fait, ce qui nous différencie des autres et c'est un truc qui est beaucoup revenu. Que vous travaillez? Ouais, qu'on travaille. Alors on l'a pas travaillé d'un point de vue stratégique au début, c'était la manière dont on a construit le média, c'était un média collaboratif où tout le monde pouvait venir écrire un article, tout le monde pouvait venir mettre ses photos. Tu vois, quand on lance un nouveau magazine, on fait un appel à projet. Donc il y a plein de gens qui vont écrire chez nous, qui écrivent dans un média pour la première fois, qui sont publiés pour la première fois, soit leurs photos, soit leurs textes, soit leurs illustrations. On fait plein de choses comme ça pour les baladeurs, tout le monde peut venir raconter son histoire et tout. Donc il y a en fait déjà il y a un vrai côté média collaboratif. Ouais, presque du crowdsourcing en tout cas, où le contenu est créé en partie par la communauté. Exactement. Donc tous les articles qu'on reçoit, qu'on publie en ligne et tout, nous on écrit rien, disons qu'on agrège plutôt. On va sélectionner, on va aider à réécrire. Oui, un peu de réécriture. Voilà. Disons qu'on va rassembler tous ces gens-là sur cette plateforme et ça, je pense que de base, pour le coup, ça fait partie de l'identité du média et donc ça a entraîné un peu ce qu'il y a aujourd'hui. C'est que il y a plus de 1000 personnes qui ont participé à ce qu'est les Others aujourd'hui, donc c'est des gens qui se sentent déjà impliqués. Et après, on est très très proche de notre communauté, donc on répond à tous les messages, tous les commentaires, tous les inbox. Aujourd'hui, quelle page Instagram de 180 000 personnes répond à tout le monde, tu vois? Pas beaucoup, je pense. Non. Et donc nous, c'est un truc qu'on fait vraiment sérieusement. Et on faisait des événements aussi avant le Covid. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et là, on a créé une plateforme aussi maintenant pour échanger directement avec la communauté, une plateforme propriétaire, un petit forum sur lequel on échange, quoi. D'accord. Voilà. Que vous avez développé vous-même. Non, on a pris une application qui existe déjà, qui s'appelle Circle, qui est assez bien foutue. Il y a 2-3... c'est quoi, c'est une espèce de Slack C'est un mélange entre un groupe Facebook et un forum de l'époque d'Internet. D'accord. Tu sais, c'est genre... tous les sujets sont bien triés dans des catégories et tout, puisqu'on a quand même l'envie que tout ce qui est créé, c'est à forte valeur ajoutée, donc ça ne disparaisse pas, comme ça pourrait disparaître dans un Discord, par exemple. Ouais.
mais c'est quand même assez bien foutu. T'as ton profil, tu peux t'envoyer des inbox, tu vois, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et c'est du contenu qui n'a pas vocation à sortir de ce cercle, justement. C'est pas ça vient pas alimenter le futur magazine, le futur numéro, etc. Alors, ça existe depuis trop peu de temps pour ça, D'accord. mais si, j'espère que ça pourra. Tu vois, il y a des contenus à tellement forte valeur ajoutée que, tu vois, il y a des gens qui posent des questions sur comment choisir sa tente. En vrai, c'est un sujet quand même qui est hyper technique. Il y a des gens qui répondent 20-50 commentaires dans cette discussion. Des espèces de passionnés qui te donnent des trucs que t'as vu nulle part comme critères, quoi. Voilà. Donc, si tu peux retaper un article avec le résumé de tout ça pour qu'il soit accessible à tout le monde, bah on le fera, ouais. C'est sûr. Écoute, ça c'est plutôt cool. Donc c'est Circle, ça m'intéresse quand même. Ouais. J'irai regarder ça. Il y a Ocha, ils font ça aussi. Ils ont le club podcaster sur Circle. Voilà, il commence à y avoir, c'est très peu connu en France. Et même, je crois que dans le monde, il y a genre 1000 utilisateurs, tu vois. Enfin, 1000 personnes qui ont créé une communauté. Qui ont créé une communauté. C'est vraiment tout neuf. Mais ils viennent de lever pas mal et tout, donc je pense que ça a de beaux jours. Regarder Circle, donc. Ouais. Je regardais ça. Et c'est donc gratuit d'y rester, puisqu'il n'y a pas de notion de membership sur ta communauté. Aujourd'hui, j'y vais, je m'inscris, tout le monde peut y aller et contribuer. Il y a de la modération, c'est sur invitation. Alors ouais, c'est sûr. En fait, c'est réservé, et ça, c'est un vrai sujet. C'est réservé aux gens qui ont acheté Recto Verso, donc un des projets sur lesquels on a bossé l'année dernière. Ouais, donc tu peux peut-être le présenter rapidement. Non, on y reviendra après. Okay, Recto Verso. Voilà, donc ceux qui ont acheté Recto Verso, qui est un gros produit éditoriaux, ont accès à Circle. Exactement. Et donc c'est quoi? Tu dois envoyer une photo de ta facture, non, ou tu le sais, t'as le fichier toi. Et... C'est une invitation qui part quand tu commandes Recto Verso sur le site. L'invitation vers la plateforme part dans ta boîte mail. Voilà. Donc c'est nominatif et ensuite tu t'inscris avec le mail que tu as reçu. Et vous communiquez sur là que justement quand on achète Recto Verso, vous entrez dans la communauté, c'est une espèce de perk pour les clients, quoi. Ouais. Je pense pas que ça a été vu au début comme un avantage. Ouais, ça a été vu comme un petit bonus, je crois, mais je sais maintenant, du coup, de source sûre, que les gens qui utilisent beaucoup la communauté, ils voient un gros intérêt, quoi. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Tu vois, c'est un truc qui pourrait être un développement, justement, autour de la communauté. Je suis peut-être membre, payé, je sais pas. Enfin, après, là, je veux pas être trop mercantile non plus. Hein. Non, mais on avait prévu dans Recto Verso une petite partie du prix qui allait aller à la modération, à la plateforme. C'est quand même une plateforme qui coûte cher quand il y a du monde dessus et tout. Donc voilà, on avait prévu dans le prix de Recto Verso de bloquer un petit budget pour ce sujet-là. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien. Ouais. Il y a combien de membres dans cette communauté ? Pour l'instant, il y a 3700 membres sur 10 000 personnes qui ont commandé Recto Verso. Donc on a encore pas mal de gens à convertir. Mais voilà, il y a encore des sujets un peu techniques. Il y a des gens qui ont acheté Recto Verso pour des potes et du coup il y a des transferts d'emails. Enfin voilà, on est en train de régler tout ça, mais c'est sur les bons rails et c'est assez encourageant pour la suite. Ouais. Et tu parlais de rester petit ou enfin de grossir. Justement, est-ce que si tu grossis trop vite, tu perds un peu tu penses, ce lien avec cette communauté ? Est-ce que c'est parce que vous êtes encore petit que ça marche bien ? Est-ce qu'il peut y avoir un problème d'échelle à un moment donné ? Ouais, alors la volonté de rester petit, je pense qu'elle est vraiment multiple. La première, c'est que moi, j'ai pas envie de gérer une boîte de 100 personnes. C'est un peu égoïste peut-être comme vision, mais... Non, mais c'est un autre métier. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, tu fais que des RH, quoi. Clairement, et c'est vraiment pas la partie qui m'excite le plus. Après, en réalité, aujourd'hui, j'ai 2 associés. Donc, il y a un associé qui était parti et un qui nous a rejoint. Donc, Damien Bettinelli qui a rejoint Nicolas Legras et moi. On gère plutôt cette boîte à 3, je dirais, même si techniquement c'est moi le patron. C'est plutôt collégial et on gère ça à 3, et heureusement d'ailleurs, parce que tout seul je me sentirais pas, quoi. Ouais. Mais c'est globalement une vision qu'on a tous, c'est que qui est assez contre-intuitive à la base et que les gens ont pas toujours du mal à comprendre, mais c'est que plus t'es nombreux, moins t'es efficace, moins t'es agile, et c'est 2 piliers aujourd'hui des Others, d'être efficace et agile. Déjà, je vois, là, on est 12. Il y a des recrutements, donc il y a des plannings éditoriaux, parce que en fait, la personne qui gère le planning, c'est pas la même personne qui gère la création du contenu, et donc machin. Je vois déjà à 12 que ça commence à... Il peut vite y avoir un grain de sable, et en fait, non, mais dans le planning, ça rentre pas, parce qu'en fait, là, il y a ce truc-là, il y a telle personne qui est prise sur ça et tout. Et je vois déjà un peu dans quoi ça peut entraîner d'être une boîte de 50, 100 personnes, etc. Et ça me tente pas particulièrement sur le papier. Ça veut pas dire que je changerai
jamais mon fusil d'épaule et qu'on le fera jamais. Pour le moment, c'est pas du tout le sujet. Et tu penses que vis-à-vis justement des communautés, là tu dis 3700 membres, si demain tu continues et que vous êtes, je sais pas, 10 000 sur ce circle, ça reste gérable, ça reste une communauté ou c'est trop gros? En fait, je pense que c'est gérable. Je pense que c'est gérable parce que des communautés comme ça, si tu les gères bien, elles s'auto-managent en fait. Il y a des modérateurs, tu vois, à l'époque du poker, on parlait tout à l'heure, moi j'étais très présent sur un forum et c'est comme ça qu'on m'avait repéré pour le magazine Card Player. Et t'étais modérateur un peu bénévole et exactement. Les gens sont tellement passionnés qu'ils... Voilà. Et là, on en a déjà des gens qui répondent à tous les messages, genre qui sont top posters, top machin, ils répondent à tout, ils sont hyper pertinents et tout. Et c'est certain que c'est des gens qui vont bosser avec nous d'une manière ou d'une autre. C'est un peu informel, c'est un peu... On n'a pas non plus envie de transformer leur passion en boulot et tout, mais c'est des gens qui font que le truc peut fonctionner. Et nous, si on doit dégager quelqu'un à temps plein pour faire fonctionner ce truc-là, on le fera aussi. Ouais. Mais 10 000 personnes, c'est gérable. 100 000, je pense que ça l'est plus. Et en même temps, une des raisons d'être aussi de cette plateforme, c'est d'être un peu entre soi, alors avec les bons côtés que ça a. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté Recto Verso partagent des valeurs de protection de la nature, des valeurs personnelles, des valeurs d'échange, des valeurs... voilà. Et en fait, le fait de savoir que tous les gens dans cette plateforme partagent ces valeurs, ça crée une confiance envers les gens avec lesquels tu échanges. Et il y a une partie de cette plateforme qui repose sur de l'entraide, de l'aide, de tiens, je t'héberge quand tu vas faire tel rando, ou tiens, je viens faire tel rando avec toi, ou machin, qui est possible à 10 000, je pense, qui n'est plus possible à 100 000 personnes ou à 1 million, quoi. C'est ça. Il faudra... Bon, après, c'est... Il y a sera toujours d'autres moyen, problèmes, et ouais, exactement. Mais il y a ce côté, effectivement, je me pose la question toujours un peu de l'échelle, jusqu'à quand ça tient, ce côté un peu entre soi, quand est-ce que tu commences à perdre un peu le contrôle, quoi. Mais la raison, effectivement, comme je disais un peu de dette de cette plateforme, c'est qu'aujourd'hui, on est trop gros, on a trop de followers sur les réseaux sociaux, etc., pour donner des conseils précis aux gens. C'est-à-dire, nous, notre envie, c'est que les gens passent le plus de temps possible dans la nature. Mais aujourd'hui, on a 180 000 personnes sur Insta, 60 000 dans la newsletter, 100, je sais pas combien, 150 000, je pense, sur Facebook, un truc comme ça. Je peux pas te dire demain, tiens, tel refuge, trop stylé. Si je dis ça, le refuge, la semaine d'après, il est foutu, en fait. Donc, du coup... Ça, c'est intéressant, tu vois, justement, ce côté... c'est un peu la rançon du succès. Ouais. Parce qu'en fait, tu veux être un média de niche. Enfin, en tout cas, vous êtes quelque chose de très pointu, on va dire, en dehors un peu du tourisme de masse pour aller voir d'autres choses. Mais si tu fais trop bien ton boulot, tu tombes dans l'inverse de ce que tu prenais au départ, quoi. Ouais. Et ça demande d'être très réactif et d'être en tout cas très au courant de ce truc-là. Et de prendre les mesures qui s'imposent. Donc nous, ça fait un moment maintenant qu'on tag plus les endroits où on va sur les réseaux sociaux, ou en tout cas on les tag pas précisément. Genre, on va dire massif du Mont Blanc. Tu vois. On va pas dire... on va pas taguer la cabane dans laquelle on a dormi. Parce que sinon, tu sais que... Sinon, c'est foutu. Ah oui. C'est foutu. Alors là, j'en rajoute, on a une communauté qui est quand même hyper éduquée. Oui, mais elle peut sans se parler et se dire, bah tiens, c'est sympa, ils y sont allés, les Others, la semaine dernière, je suis dans le coin, je vais aller faire un tour, de manière très naïve, tu vois, et même bienveillante. Oui, c'est ça, complètement. Mais sauf que si 50 personnes ont la même idée le même week-end, bah... ça marche pas. L'expérience, elle fonctionne pas. Ouais. Et même si c'est des gens très éduqués, nous, on fait attention à mettre plein de warnings, plein de chartes à signer, de machin et tout. En fait, le nombre suffit à avoir un impact négatif, même si c'est que des gens très précautionneux. Donc voilà, donc la plateforme, ça permet aussi de retrouver par petits groupes, qui est en plus une plateforme qui est décomposée par région. Et donc, du coup, ça permet à des gens de se retrouver et d'être dans des petits groupes, dans des petites sphères. Ouais, ça n'a pas le même reach qu'un compte Instagram où tu as tout le monde en même temps, etc., quoi. Voilà. Tu peux lâcher tes bons plans en disant, bon, tout le monde va pas voir cette publication-là. Exactement. Ça, c'est quand même un sujet assez rigolo, effectivement, de voir ce truc-là, qui est un peu l'inverse, quelque part, de ce que vous preniez. Ouais. Donc, c'est un média d'aventure, les Others, pour toi ? C'est alors le mot aventure, c'est devenu un peu un mot valise avec le temps. C'est normal. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, tu vois. Ouais. C'est normal, les mots évoluent, mais le mot aventure, il se fait pas mal triturer un peu dans tous les sens ces dernières années. Tout le monde essaie un peu de le reprendre à son compte. Il est modifié. Il y a la micro-aventure, il y a l'aventure, l'expérience. Il y a plein de choses, à tel point que parfois ils veulent plus dire grand chose. Je dirais que
Parce que tu vois, c'est quand même un truc, voilà, l'aventurier, avant c'était un peu la figure solitaire, maintenant ça se démocratise, quoi. Tu vois, tout le monde veut en faire, tout le monde veut son aventure. Ouais, et je pense que ça, c'est plutôt un point positif si on arrive à faire en sorte, collectivement, je veux dire en tant que société, à, à mettre derrière l'aventure les bonnes raisons de partir à l'aventure. C'est-à-dire que les mauvaises raisons seraient évidemment essayer de gonfler son ego, poster sur Instagram, faire du like. Voilà, je caricature, hein, évidemment, il y a des... Mais on voit le truc. Voilà, on voit un petit peu le truc qui peut arriver. Ça fait des foules infinies sur le Mont Blanc. Ça fait les calanques dévastées l'été. Enfin voilà, ça entraîne aussi plein de choses comme ça. Mais il y a des bonnes raisons et qui sont profondes et je pense qu'ils feraient vraiment du bien à tout le monde. Moi, les trois piliers, je dirais, de ce qui fait l'aventure, ou de ce qui fait la définition de l'aventure, c'est un rapport à la nature sain, une vraie proximité à la nature, le fait de laisser une part d'inconnu dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire en fait, si tu finis par traiter l'aventure, ou en tout cas ce qu'on peut appeler l'aventure, donc t'es sorti en pleine nature et tout, comme tu fais un tableau Excel de ta to-do du lundi matin. Timé, tel truc, machin, voilà. Je sais. Là, t'as perdu déjà, je pense. T'as déjà perdu parce qu'en fait, si t'y vas en voulant tout contrôler, en voulant savoir exactement ce que tu vas voir, etc., tu vas perdre cette petite part d'inconnu qui est en fait ta part de liberté que tu vas avoir dans cette aventure-là et que t'as pas dans ton quotidien. Et que cherchent les gens, se sentir plus libre, se sentir plus reconnecté à la nature, machin et tout. Et je pense que c'est hyper important de la préserver. Ça veut pas dire qu'il faut partir la fleur au fusil sans avoir regardé du tout l'itinéraire, la météo et tout. Faut pas se mettre en danger non plus. Mais en tout cas, il faut se laisser porter. Part d'inconnu, partir à l'aventure, le vrai au sens littéral, quoi. Exactement. Et le troisième point, donc c'est donc la nature, la part d'inconnu. Et le troisième point, c'est le fait d'être acteur de la chose. Et ça, c'est un truc sur lequel on insiste vachement, nous, chez les Others, qui est aussi une des raisons d'être de Recto Verso, c'est qu'on est vachement plus pour le faire que pour le faire faire. On veut que tu fasses le truc. On veut pas que tu regardes les autres le faire ou que tu demandes à quelqu'un de l'organiser pour toi ou de le faire pour toi. On veut que tu le fasses. Donc le faire, c'est l'organiser soi-même, c'est-à-dire, alors tu sais peut-être là où tu parles vraiment le faire et le vivre. de Recto. Vraiment le fait d'être acteur de la chose. Donc ouais, de l'organiser soi-même, de se renseigner, de connaître un peu les lieux. L'anti-tour opérateur, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Ça rejoint un petit peu les deux autres notions, hein, la notion d'inconnu, la notion de nature. Mais je pense que c'est trois notions qui sont importantes. Et si on prend ces trois notions, aujourd'hui, les Others, c'est un média d'aventure. Ouais. Et donc c'est ça, Recto Verso, c'est vous aider les gens, vous leur donner une méthode pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Ouais. Une carte que vous choisissez... un lieu, comment donc c'est une carte qu'on achète avec une méthode pour voyager, ce côté aventure, et après les gens ils vont, et donc ils vont, c'est des cartes, tu peux peut-être expliquer un petit peu comment vous les sélectionnez, quel le choix, comment ça se passe. Ouais, alors Recto Verso c'est né effectivement alors de plusieurs choses dont on a déjà parlé, donc c'est bien, ça va recouper, c'est né de la volonté de continuer à inciter les gens à passer plus de temps dans la nature. Mais il y a la première problématique dont on a parlé qui est on peut plus donner des trucs trop précis, des refuges et tout, parce qu'il y a trop de monde. Oui. Donc une des solutions, c'est de donner plein d'options d'un coup. Comme ça, les gens se répartissent. Genre tu prends une région et tu listes toutes les options des trucs cool. Ouais. En disant par hasard, voilà, ils seront pas tous au même endroit au même moment. Exactement. Ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième, c'est de se dire, si on veut que les gens partent pas tous au même endroit au même moment et tout, on va leur donner une méthode très précise pour organiser eux-mêmes. Et donc, c'est là qu'on revient sur le être acteur de son aventure, pour que les gens puissent organiser eux-mêmes leur aventure. Et vraiment, du coup, ça te donne une carte. Donc, c'est une grande carte de France, faut imaginer, type carte Michelin. D'ailleurs, c'est imprimé sur le même papier, dans la même imprimerie et tout. Grande carte de France sur laquelle, qu'on a décomposée en régions, en départements, sur laquelle on a placé, en collab avec la Fédération Française de Randonnée, les meilleurs sentiers de randonnée, sur laquelle on a placé les véloroutes qui traversent la France en long, en large et en travers, sur laquelle on a placé les massifs et sur laquelle on a placé 850 points d'intérêt nature qui valent le coup. Alors on aurait pu en placer 10 000, évidemment, juste techniquement c'est pas possible. On en a placé en tout cas assez pour qu'il y ait une infinité de possibilités, puisque au dos de cette carte, donc au verso, c'est pour ça que ça s'appelle Recto Verso, au verso de cette carte, tu as une méthode, une sorte d'arbre décisionnel où on te dit choisis ton niveau, donc là on t'explique, choisis ton nombre de jours, choisis ta discipline, donc c'est pour la rando et le vélo. Ensuite, petit à petit, tu vas dérouler la méthode
et tu vas en fait créer un truc sur mesure pour toi, où on va te donner, on va te dire comment choisir une carte IGN, comment tracer ton itinéraire, quelle appli utiliser pour la météo. On va te donner vraiment tout ce que tu as besoin de savoir, de je sais pas du tout quoi faire à mon aventure est prête, mon sac est prêt, toutes les lignes. Et elle est sur mesure en fonction, voilà. C'est pas un truc qui existe. Chacun, en fait, a sa propre aventure à la fin. Voilà. Et du coup, ça te donne une infinité de possibilités. Et effectivement, c'est un peu l'anti-tour opérateur, dans le sens où, pour nous, commencer et créer soi-même et tracer son itinéraire et tout, c'est la première étape de l'aventure, parce que c'est une étape où tu vas découvrir plein de choses. Tu vas découvrir le nom des endroits où tu vas découvrir le nom des sommets, potentiellement tu vas être sur le territoire d'un animal sauvage, etc., etc. Et c'est ça, en fait, l'aventure. C'est d'apprendre des choses, c'est de découvrir en avançant. C'est pas d'aller mettre ses chaussures dans les pas d'un tour opérateur et de suivre un tracé que tout le monde a déjà suivi 50 fois et que le guide refait toutes les 5 minutes, tous les 2 jours, il emmène des gens faire les mêmes choses. Ouais. Ça veut pas dire... je pense que c'est important là-dessus. Ça veut pas dire que les guides sont achetés, c'est un métier qui disparaît, etc. Pas du tout. Nous, on part très souvent avec des guides, mais les petites randos que tu peux t'organiser, il y a plein de choses que tu peux faire toi-même. Un guide, ça a un certain coût. Il y a pas mal de gens qui savent pas très bien comment contacter un guide, qui ont pas forcément les moyens de se payer un guide pour telle ou telle ascension. Voilà, avec Recto Verso, t'as tout. Et tu peux commencer soit très petit, tu pars une journée, tu prends un petit sac à dos et tu vas faire une petite boucle, soit tu peux partir une semaine avec toute la liste de matos et tout ce que tu veux. Voilà. Donc je pense que c'est important de savoir, parce que je me suis rendu compte en le disant effectivement que on avait l'impression que je disais que les guides ne servaient à rien. Ils sont primordiaux aujourd'hui, ils ont un métier qui est hyper important, mais tout le monde ne peut pas se le payer tous les week-ends, et donc il faut aussi savoir s'organiser un truc soi-même. Quand c'est pas dangereux, etc. Mais il y a un vrai truc à faire avec les guides. Enfin, après, forcément, ça me donne plein d'idées, mais vous pourriez vous-même organiser des randonnées, des groupes. Tu as cette communauté, tu travailles avec la Fédération française de randonnée. Enfin, en termes de diversification, il y a plein de trucs à faire. Alors, ouais, c'est plus là, c'est parce que ça bouillonne, ça me donne plein d'idées de business, mais de choses à faire en prolongation de votre offre, quoi. Tu pourrais organiser, alors non, peut-être pas être tour opérateur, mais peut-être organiser, si des gens ont des chemins dans leur, sur Recto Verso qui sont assez proches, les mettre en relation, organiser avec eux, mutualiser des guides. Il y a plein de trucs à faire. Ouais, il y a pas mal de trucs à faire. On a testé d'en organiser quelques-unes pour voir ce que ça faisait. Déjà, c'est pas notre métier, c'est vraiment de l'événementiel, on appelle ça comme ça. C'est vrai, on va mettre l'organisation de voyage. Enfin, c'est vraiment un métier compliqué qui n'est pas le nôtre, et encore une fois qui correspond vraiment pas à ce qu'on veut raconter chez les Others. C'est-à-dire que si tu veux que ce truc-là soit rentable, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, t'es obligé de scaler, t'es obligé de faire en sorte dans le travers, quoi. Voilà, t'es obligé de faire en sorte d'emmener plein de monde, des grands groupes, et de les emmener tous au même endroit, parce qu'en fait sinon si à chaque fois tu dois repenser un nouvel itinéraire, donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a ces agences de voyage, il y en a qui font ça, elles vont emmener des groupes de 12 faire un truc un week-end, puis un autre groupe de 12 faire le même truc le week-end suivant, puis un autre groupe de 12 faire le même truc le week-end suivant, puis un autre groupe de 12 faire le même truc le week-end suivant, et donc là tu rentres t'es dans des grands groupes, donc t'as un impact sur ton environnement. Aujourd'hui on estime que pour avoir le moins d'impact possible, il faut se déplacer entre 4 et 6 personnes maximum dans la nature. 4 c'est mieux, mais surtout en fait c'est bien, je pense, pour se mettre le pied à l'étrier. Peut-être la première fois, si t'as peur de partir et tout, t'es avec un guide, tu vas faire un truc tout prévu et tout, c'est rassurant, je pense, mais c'est pas là-dedans vraiment que tu vas vivre quelque chose tu réinsistes sur le côté aventure, partir un peu soi-même, quoi. Se sortir un peu d'un truc trop organisé. Donc vous êtes un média. Est-ce que vous avez un peu de concurrence? Est-ce qu'il y a une offre de médias d'aventure? Alors je sais que le terme aventure, t'en parlais, mais en tout cas on comprend un peu ce dont il s'agit. Est-ce qu'il y a une offre aujourd'hui? Il y a une offre, ouais, carrément. Je dirais pas qu'on est concurrent dans le sens où il n'y a pas un média qui vient écraser le reste et qui fait qu'on devrait être en concurrence pour se battre pour des annonceurs ou pour avoir un lectorat, etc. Mais ouais, il y a une offre d'aventure. En fait, elle est assez segmentée finalement. T'as plein de médias qui sont là depuis très longtemps et qui sont des médias core, qui sont des médias très précis sur une pratique. Par exemple, Montagne Magazine,
grimpées ou verticales, qui vont être des magazines de montagne, d'escalade, donc qui là pour le coup sont vraiment très spécialisés. Ouais, un peu niche. Voilà, t'as les mêmes. Alors je les connais moins, mais j'imagine bien que t'as les mêmes sur la rando, t'as les mêmes sur le ski de rando, sur le vélo, etc. Tu vois, il y a plein de magazines de vélo, machin. Donc t'as tous ces trucs-là. T'as des magazines pour le coup qui sont vraiment sur l'aventure au sens large. T'en as un qui s'appelle Carnet d'aventure, donc qui est un magazine en kiosque aussi. T'as un truc qui s'appelle Outdoor Go, pareil, magazine de kiosque. Donc eux, ils sont plutôt pluripratiques. Ouais. C'est-à-dire, ils sont pas genre juste sur l'avant. Ça peut être vélo, ça peut être rando, Exactement. ça peut être trail, etc. quoi. C'est vraiment plus, je dirais, la notion aventure au sens large, passer du temps dans la nature. Savoir se débrouiller dans la nature. Découvrir, voilà. T'as ça, t'as évidemment tous les créateurs et créatrices de contenu, les photographes sur Insta, tous ces comptes-là, les youtubeurs, les youtubeuses et tout. T'as tout cet écosystème-là, qui est finalement d'ailleurs pas tellement... sur Instagram beaucoup, mais sur YouTube, c'est pas encore très, très, très développé. Et après, t'as les entreprises, je dirais, ce dont on parlait un petit peu, les agences de voyage, les organisateurs et tout, qui créent du contenu aussi pour attirer un petit peu du monde et pour vendre des voyages derrière. Donc, t'as soit des gros, genre comme Voyageurs du Monde, par exemple, qui avaient lancé un magazine qui s'appelait Vacances, je crois. T'as des trucs comme ça. T'as une boîte qui s'appelle Explora Project qui organise justement un petit peu les voyages dont on parlait avant, qui font des trucs assez cool et bien qu'on partage pas, comme je disais avant, exactement les mêmes valeurs. Ouais, exactement les mêmes valeurs. On s'entend quand même assez bien et eux ils créent aussi un peu de contenu. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et après il y a les médias un petit peu plus comme le nôtre, les médias indépendants, donc les magazines qui sortent 2 ou 4 fois par an. Il y a une revue qui s'appelle Relief, qui est vraiment très très qualitative et qui je trouve vient en complément de ce qu'on fait un petit peu. C'est un petit peu moins artistique que ce qu'on fait nous, un petit peu moins esthétique etc. Mais c'est un peu plus scientifique, donc c'est pas mal. Je pense que c'est assez complémentaire, quoi. Ouais, exactement. Ils doivent avoir un lectorat plus âgé que le nôtre, mais c'est vraiment très cool. Et t'as une revue qui s'appelle Revue Bout du Monde, voilà, qui raconte un petit peu des voyages aussi lointains, etc. Donc tout ça est assez complémentaire en fait. Ouais. L'ensemble, ça finit par créer un écosystème très complet, ouais. Il y a de quoi trouver ton compte, que tu sois vraiment l'acharné qui veut savoir la piste de ski de rando exacte et le matos qu'il doit emmener et les conditions météo. Donc tu vois, tu peux aller sur Montagne Mag, ou le mec aime bien la photo et qui tu veux aller flâner, voilà, qui veut flâner ou lire un petit poème ou lire un passage de bouquin ou machin, il va plutôt venir chez nous, chez Relief, tu vois. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Mortel. Je voulais parler en fin. Dernière partie, on va dire, plus sur l'avenir, les perspectives des Others. Comment est-ce que tu vois l'offre évoluer ? Alors, on en a parlé, hein, donc il va pas y avoir un x10, ça je l'ai bien compris, en tout cas pas en un an. Mais comment tu vois un peu l'offre évoluer dans les années à venir ? La nôtre, hein, du coup, ouais, ou les Others. Non, la vôtre. Alors, comme je disais, nous on grandit doucement et on a lancé un gros projet du coup l'année dernière qui est Recto Verso. Et du coup, on va rentrer un petit peu. C'est marrant, je crois que c'est Uzbek Erika qui a fait son dernier numéro sur l'ère de la maintenance. Oui. Et nous, en fait, c'est notre stratégie depuis 2 ans, c'est de faire de la maintenance sur ce qui existe déjà et qui marche bien. Alors, ça veut pas dire qu'on lance pas des nouveaux projets, mais ça veut dire qu'avant de lancer un nouveau projet, on s'assure que le projet qu'on a lancé avant, en ce cas-là Recto Verso, est un projet qui tourne bien, qui fonctionne bien, qui tourne au maximum de ses capacités, c'est-à-dire que les gens qui l'achètent s'inscrivent sur la plateforme, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent sur la plateforme participent sur la plateforme, c'est-à-dire, etc., etc. Et donc, là, on a lancé un gros truc l'année dernière, on sait que pendant... Ouais, tu penses que t'es encore au début c'est le Recto début. Verso, de la communauté. Ouais. Donc, t'as encore quelques années à bien peaufiner ça. J'aime bien ce terme de maintenance quand même. C'est vrai que c'est bien dans l'air du temps en plus, effectivement. Avant de lancer. Donc, t'as pas encore de gros projets dans les cartons là qui te titillent et que tu vas lancer tout de suite. On a évidemment, on se repose pas sur nos lauriers, on aime bien, mais on est obligé de se retenir un petit peu quand même. Sinon, on lancerait un nouveau format tous les jours. On a plein d'idées. Enfin, tu vois ce que c'est quand t'es dedans toute la journée. T'as tout le temps une nouvelle idée. Il y a toujours des choses qui sortent. Mais on essaie de se retenir. Et donc, ouais, là, Recto Verso, c'est vraiment le début, je pense. On en a vendu. J'essaye, et en tout cas, j'espère
que ce qui s'est passé avec Recto Verso l'année dernière, c'est-à-dire le crowdfunding. Donc on en a vendu 10 000 quand même. Bravo, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, c'est vraiment énorme, on s'y attendait pas. C'était au-delà de nos espérances, en tout cas, on sentait bien qu'il y avait quelque chose et on l'avait co-construit avec la communauté, ce projet, donc on savait que ça allait plaire, mais c'est allé quand même au-delà de nos espérances. Et j'espère, en fait, que ce qui se passe avec Recto Verso, c'est ce qui s'est passé avec les Others Volume 1, il y a 6 ans. Ouais. En 2015, on a vendu 300 les Others Volume 1, aujourd'hui on le tire à 12 000. Ben, je souhaite à Recto Verso... le même multiple. Le même multiple, exactement. En tout cas, la même longévité. Et je pense que effectivement c'est un projet que tu achètes qu'une fois que tu l'as acheté. Alors après il y a aussi des fiches dans Recto Verso, des espèces de fiches topo qui t'aident à mettre un peu le pied à l'étrier si tu sais pas trop où partir, etc. Mais donc on pourra sortir des fiches. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut, il faut quand même un peu. Alors là, ça fait très, c'est le terme anglais, mais un repeat business, quoi. C'est comment est-ce que quelqu'un qui a acheté Recto Verso cette année le rachète l'année prochaine. Qu'est-ce que tu lui vends en plus? Eh ben, alors on l'a pas trop pensé comme ça, parce que je pense qu'on est plus des créas que des businessmen, mais on est quand même, on doit pas oublier ce truc-là, effectivement. Mais il y a des possibilités de mettre fiches en plus. Ouais, d'autres points d'intérêt, etc. Des nouveaux trucs. Enfin, Ouais, parce que avec Recto Verso, donc avec la carte Recto Verso, t'as un paquet de fiches, t'as 2 paquets de fiches, donc 50 vélo et 50 rando qui te donnent des itinéraires sur lesquels tu peux partir. Si jamais t'es peut-être, je dirais, un petit peu trop débutant pour tracer toi-même ton itinéraire. C'est peut-être la première étape, tu vois. Genre la première fois que tu vas partir, tu vas pouvoir suivre la méthode, mais au moment de tracer ton itinéraire, tu vas t'en remettre à un itinéraire déjà tracé par quelqu'un de la communauté. Ça va te permettre la première fois de partir. La deuxième fois, tu traceras ton itinéraire, mais voilà. On peut imaginer des fiches en plus. On peut imaginer en fait des millions de choses. Puis des retours de la communauté, les meilleurs parcours qui sont édités, etc. Puis cette communauté, elle peut vivre en ligne aussi, il peut émerger plein de choses. C'est aussi des gens qui vont pouvoir écouter le podcast, qui vont pouvoir acheter le magazine aussi potentiellement. Enfin, on s'est pas dit il faut que les gens rachètent tous les ans Recto Verso. On s'est dit comment on fait pour que les gens regagnent en autonomie grâce à nous. Potentiellement, enfin comment on fait pour qu'ils regagnent en autonomie, et si c'est grâce à nous et qu'ils achètent Recto Verso, tant mieux. Et après, si les gens ont vraiment été touchés par ce truc-là, ça sera bénéfique de toute façon, dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc voilà, on va quand même cette année, on prépare un Recto Verso Tour. Je crois que c'est la première fois qu'on le dit d'ailleurs. Donc cet été, on va partir faire un espèce de petit tour de France, des aventures qu'on va faire avec Recto Verso. Donc pendant 1 mois, on va partir dans 4 régions, à chaque fois sur 1 semaine, pour faire des aventures avec Recto Verso, rencontrer la communauté et tout. Donc déjà, on va quand même pas mal bosser sur Recto Verso cette année. Ouais. Et après, voilà, aujourd'hui, les Others manquent cruellement de vidéos. Donc cette année, les Others ne manquera plus cruellement de vidéos. Vous allez shooter. On va voir, c'est encore en train de se mettre en place, et vu qu'on change d'idée et d'avis toutes les 5 minutes, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais cette année, normalement, les Others... L'accent sera mis sur les deux. Eh ben écoute, on suivra ça. Voilà. Si avec tout ça, les gens partent pas à l'aventure, je sais pas ce qu'il leur faut. Il faut qu'ils viennent sur les Others. Voilà, sur les Others, et Recto Verso, 40 €, c'est le première manière un peu de partir à l'aventure et d'entrer dans la communauté. Voilà, exactement. Eh ben écoute, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Avec plaisir. Écoute, et merci Thomas pour ces explications passionnées. Ça donne envie. J'espère rejoindre bientôt la communauté. Écoute, t'es le bienvenu. Merci Thomas. À toi. Et merci à toutes et à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, c'était le cas. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.